Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Deuxième Main. Aujourd'hui, je suis avec Tara, l'une des fondatrices de l'entreprise Russ. Donc Russ, c'est une entreprise que vous définissez comme un réseau de personnes passionnées, motivées et disponibles pour venir récupérer vos vêtements et les vendre à votre place. Est-ce que Tara, tu pourrais déjà te présenter et faire une présentation un peu générale de qu'est-ce que c'est que Russ ? Oui, du coup bonjour, je m'appelle Tara, j'ai 26 ans et j'ai monté Russ avec ma sœur Céleste et une copine Victoire. On était trois au début dans le projet. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on a monté ça, octobre 2021. Et à la base, on voulait essayer de donner une seconde vie à tous les vêtements qui le méritaient. Donc on a pas mal tergiversé sur le concept et comment on voulait que ça fonctionne. Donc au début, on est passé par 1001 idées, mais en tout cas celles qui existent aujourd'hui. On a du coup pas mal de Russ, donc qu'on considère comme des vendeuses qui savent très bien servir de vintage, de cire collective, etc. En général, c'est que des femmes dans le besoin, donc soit étudiantes qui veulent arrondir ses fins de mois, on a des mères au foyer, on a même des retraités. On a un peu de tout, et on va dire de 18 à allez, je vais dire 65 parce qu'il faut quand même savoir se servir d'internet. Oui. Donc il y a un moment où ça devient un peu compliqué, mais en tout cas, si une femme de 90 ans aujourd'hui souhaite être Russ, c'est possible. Et du coup, elles se rendent disponibles pour vous si jamais vous avez la flemme de vendre vos fringues. Et elles arrivent, en général, elles sont très souriantes et très gentilles. Et elles récupèrent vos vêtements et les vendent pour vous sur une période du coup de 2 à 3 mois en fonction du nombre de vêtements que vous souhaitez confier. Ok, et elles prennent une commission sur les vêtements, c'est ça ? Exactement. Du coup, pour les commissions, c'est des commissions évolutives en fonction du prix de revente du vêtement. Donc, entre 0 et 101 €, la Russ, donc celle qui vend, prend 40%, celle qui donne ses fringues prend 40% aussi, et la plateforme prend 20%. Et entre 101 et 300 €, celle qui donne prend 50%. La Russ, du coup, prend 30%, okay. Et la plateforme 20%. Et au-delà de 301 €, la Russ prend toujours 30%, la cliente 60%, et la plateforme prend 10%. Ok, donc toi, t'as lancé ça il y a 1 an, c'est ça ? Exactement. Et qu'est-ce que tu faisais avant ? Oula, alors avant, j'ai fait... Donc à 18 ans, je suis partie du sud de la France pour aller à Paris et je voulais faire du cinéma. J'ai fait une école de cinéma en réalisation et montage à l'Écart. J'ai eu mon diplôme et après, j'ai voulu faire du théâtre. Donc j'ai fait du théâtre. Et ensuite, le Covid est arrivé et puis je me suis retrouvée du coup... plus de casting, plus rien. Donc là, j'ai monté une petite marque qui s'appelait à l'époque Mon Point dans ton shirt. Okay. Où je faisais de la broderie personnalisée sur des t-shirts. Ok, trop cool. Ouais, c'était très sympa. Mais du coup, c'était vraiment à toute petite échelle et impossible de... En tout cas, le business était clairement pas scalable, ça c'est sûr. Ouais. Et ensuite, pendant le confinement, je pense qu'avec ma sœur, du coup, Céleste, qui a bossé pendant 8 ans chez L'Oréal, elle a trouvé que dans son taf, elle se retrouvait plus et elle voulait faire vraiment un truc qui avait du sens. Surtout en période Covid où tu commences un peu à te poser des questions, à dire mais qu'est-ce que je fais ? C'est vraiment un moment où les gens se sont posé des questions. En même temps, on avait un peu que ça à faire. C'est vrai. donc voilà. Et puis du coup, on s'est un peu retrouvés toutes les deux en se disant qu'est-ce qu'on fait ? Céleste avait eu cette idée il y a déjà pas mal d'années. Parce qu'en fait, donc chez L'Oréal, elle devait toujours être assez bien habillée. Tu dois en tout cas être assez bien sapée. Et du coup, elle s'est retrouvée à faire un tri dans son armoire et à se dire mais en fait ça, je l'ai mis une fois. Et tu sais, c'est typiquement la petite veste Kenzo qui t'a coûté quand même 300 balles. Ouais. Mais violette avec des motifs un peu bizarres où tu te dis je sais jamais avec quoi la mettre. Ouais. Et du coup, tu l'as mise une fois et puis voilà. Et du coup, elle avait, je sais pas, 4 sacs de fringues et elle s'est dit mais... ça m'embête quand même de les donner parce que je les ai portés une fois et ils m'ont coûté un peu cher. Et en même temps, j'ai trop la flemme de les vendre. Ouais. Et à l'époque, une copine à elle qui était en reconversion avait pas mal de temps, elle déjeune avec et elle lui dit mais attends, mais moi, je vends tes fringues sur Vinted, on se fait 50-50 et tout le monde est content quoi. Et du coup, ça a commencé comme ça. Elle a fait ça, elles se sont fait, je sais pas, on va dire 200 balles chacune, elles étaient trop contentes. Ouais. Et là, elle s'est dit mais je comprends pas pourquoi ça existe pas en fait, pourquoi tu peux pas trouver ta voisine, ta sœur, ta cousine qui elle aime trop vendre et qui fait ça depuis hyper longtemps et du coup Vinted c'est malgré tout c'est un réseau social donc plus t'as d'abonnés et d'évaluations plus tu vends bien et mieux quoi. Donc en général si toi demain t'arrives et que tu veux commencer à vendre tes affaires à moins que ce soit des affaires vraiment quali tu vas avoir un peu de mal parce que zéro évaluation
et que la plateforme te met pas forcément trop en avant. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de revente sur Vinted, mais c'est plus aussi facile je pense qu'au début de Vinted. Ouais. Là aujourd'hui il y a tellement de critères qui rentrent en compte que quand c'est pas un truc de marque hyper bien, c'est hyper compliqué en fait aujourd'hui. Ouais, et puis faut savoir bien prendre des photos, faut être hyper disponible parce que déjà t'as plein d'arnaques, etc. Ça c'est sûr, mais en plus de ça t'as plein de gens qui veulent marchander. Si tu réponds pas dans la minute presque, la meuf elle passe à autre chose et elle a plus envie d'acheter ton petit haut bon point taille 3 mois, tu vois. Donc c'est quand même un travail qui prend du temps, et c'est pour ça qu'aussi on fait souvent ce genre de remarques en nous disant vous prenez des grosses commissions. On a aussi tout ce côté social où les filles elles se déplacent gratuitement chez toi pour un service qui va leur prendre quand même beaucoup de temps. Il faut que derrière elles soient un minimum rémunérées, quoi, parce que si c'est pour gagner 2 € à la fin du mois, elles le feront pas. Et toi ça t'arrange très bien aussi de te faire un peu d'argent sur ce qu'il y a à prendre et ce qu'il y a à vendre, et puis le reste tant pis, on donne, quoi, parce qu'en même temps t'allais plus les remettre, et voilà, faut accepter, c'est le jeu aussi, quoi. Je pense que vous avez visé un peu le problème aujourd'hui de la seconde main et de la revente, c'est que pour des gens ça paraît compliqué, quoi. Et donc je pense qu'avec Russ, vous brisez la barrière un peu de c'est compliqué de revendre ses vêtements parce que c'est des gens qui le font à ta place, mais t'as quand même ta commission sur l'histoire, quoi. Ouais, clairement. Après, on sait que on est clairement pas les seuls à le faire. Le côté social avec des filles qui se déplacent et qui ont envie d'arrondir leur fin de mois, en tout cas je pense qu'on est les seuls à le faire. Peut-être qu'il y en a qui sont encore en train de développer ça, mais je pense qu'aujourd'hui on est les seuls, bien que il y a plein d'autres boîtes comme Jayo, ou je sais pas si t'as un peu regardé, mais qui font aussi de la revente de fringues, mais pour le coup elles ont un local et c'est elles qui prennent toutes les photos et qui le font à ta place. Ok. Et donc Russ aujourd'hui c'est une entreprise posé en octobre. En fait, quand je te dis qu'on a lancé en octobre, on avait le site, on avait déjà déposé la boîte, la marque, etc. Mais sinon, on a l'idée, et ça a mis un peu de temps déjà de développer le site. Et quand on a commencé, on s'est dit, en fait, on peut pas démarrer sans aucune Russ. Donc, il fallait au moins qu'on ait une 50aine de filles disponibles. Parce que sinon, la première personne qui arrivait et qui disait, moi, j'ai envie de déposer un sac de fringues, si on avait personne, ça marchait pas. Donc, et ça a été compliqué de trouver des gens au début, des Russ 50, non. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué parce que, évidemment, on sait que c'est un peu un side job, quoi. Donc, c'est des filles qui font ça, comme je te le disais, elles sont dans le besoin, mais potentiellement pas pour toute la vie. Donc, si c'est des étudiantes, elles font ça quand elles ont un peu de temps, et puis dès qu'elles ont un examen ou dès qu'elles prennent leur premier taf, elles arrêtent. Ou, pareil, la femme en reconversion, ou la mère au foyer, enfin... On a un gros turnover parce que on a beaucoup de filles et on les connaît pratiquement toutes. Moi, je les ai toutes rencontrées. Donc, en général, quand elles nous disent désolée, j'arrête, j'ai pris un taf ou quoi, nous, on est trop contente pour elles. Et voilà, elles passent à autre chose, tu vois. On est en recrutement constant, quoi, parce que on a un assez gros turnover. Et ça, on le savait depuis le début. Là. Et vous êtes combien dans l'entreprise à plein temps, on va dire ? On est aujourd'hui 3 associés, du coup. Ok. Et on a une alternante qui est avec nous depuis octobre, et c'est tout. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez toutes les 3 en vivre ? Aujourd'hui, non. On a la chance d'avoir un peu de tout de côté et des copains qui aident pour l'instant. Mais aujourd'hui, on n'en vit pas. Ce qui était pas un souhait, mais enfin, en tout cas, c'était prévu. Ok. Et pour le coup, tout l'argent qu'on a gagné, on le redistribue pour... soit des nouvelles fonctionnalités, soit... C'est une passion pour le projet, Ouais, et puis aussi, je pense que quand tu crées une start-up, tu sais très bien que pendant 1 ou 2 ans, en tout cas, tu vas pas gagner ta vie. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais on s'y attendait, et après, forcément, il y a un moment où tu te dis jusqu'à quand on peut continuer comme ça, quoi. Mais pour l'instant, en tout cas, ça nous va. Ok, trop cool. Et je voulais savoir quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la seconde main ? Alors, j'ai toujours acheté sur Vinted, mais j'avais jamais vendu parce que, flemme. Hein. Et maintenant, je vends pas mal sur Vinted et c'est un peu une petite drogue, quoi. Une fois que tu commences, t'as un peu du mal à t'en passer. Et sinon, lycée, j'aimais bien aller dans des fripes, etc., mais... J'habite dans le sud de la France et c'est vrai qu'il n'y en avait pas énormément. Et c'était pas très cool de s'habiller en fripe à l'époque. Hein.
Maintenant, aujourd'hui, ouais, c'est cool. Maintenant, c'est cool, mais ouais, à l'époque, c'était pas très cool. Donc je faisais comme tout le monde, hein. J'allais acheter du neuf dans les boutiques. Je pense que là, ça doit faire bien 1 an et demi que j'ai rien acheté de neuf. Ok. Une petite fille de 8 mois et ça va hyper vite, donc j'achète que sur Vinted parce qu'il y a des trucs pratiquement... Pour ta fille aussi? Ouais, il y a que des trucs neufs avec étiquette qui coûtent 2 fois moins cher que le prix de base, donc je vois plus l'intérêt en fait d'aller acheter du neuf, quoi. Surtout les enfants, ça grandit tellement vite qu'au bout d'un moment tu te dis... Mais je trouve que c'est plus courant limite la seconde main pour les enfants, genre des copines qui se passent des trucs que... Ouais. C'est clair. Que pour les adultes. Surtout, moi je sais que mes parents m'ont offert un peu des trucs Bon Point, Jacadi au début. Et quand tu regardes le prix d'un truc qui vont porter 2 semaines où il y a des dégâts de couches qui vont tacher, que tu vas jamais pouvoir laver, franchement tu te dis je vois pas pourquoi je vais acheter un haut à 50 € pour qu'il soit taché dans 2 semaines, quoi. Et comment t'as réussi à gérer ta grossesse et le projet Russ à côté? Assez bien. J'avoue, moi, les 3 premiers mois, j'ai été très fatiguée, j'ai géré, et après, j'ai arrêté de bosser 10 jours avant l'accouchement, et j'ai repris, elle avait 2 mois et demi. Donc, donc j'ai pas pris beaucoup de congés mat. Après, encore une fois, on est... pour l'instant, c'est du bénévolat, hein. Mais du coup, c'est un projet qui m'anime, c'est mon projet, et c'est un peu mon bébé aussi, donc il fallait... Voilà, c'est ça, j'ai 2 bébés, donc je pouvais pas trop en délaisser un, mais j'ai quand même pu prendre du temps pour moi, parce que faut pas se mentir, il faut quand même le temps de se reconstruire, et ça demande tellement de temps à un nouveau-né que j'aurais pas pu bosser à côté, ça c'était sûr, enfin en tout cas au moins les 2 premiers mois. Et ça t'a fait peur au début de te dire que t'étais enceinte et que t'avais pas un salaire fixe à côté? J'avoue que j'ai un copain qui gagne assez bien sa vie. On n'a pas fait ça sur un coup de tête et j'étais préparée à ça. Mais ouais, c'est sûr que ça fait toujours peur. Sachant que, comme je te disais, on sait que pour l'instant on se paye pas, mais... Là, c'est un projet qui a du potentiel, parce que ça, c'est en train de se démocratiser beaucoup. Ouais. Donc, et en fait, si on n'y croyait pas, on l'aurait pas fait, tu vois. Ouais. Donc, oui, parce que c'est pas un projet, j'ai envie de dire, une boîte comme une autre et tout. Là, je trouve que c'est un projet qui est unique. Et je pense que vous le sentez, quoi, dans la création de votre projet, que vous avez un truc différent dans votre entreprise que les autres n'ont pas, quoi. Ouais, et on se dit, on est au bon moment, au bon endroit. Et du coup, on est 3 filles. Et c'est un peu bête ce que je vais dire, mais dans un monde un peu de requins, et les requins, c'est beaucoup d'hommes. On nous l'a souvent dit, alors je déteste ce truc-là, mais c'est vous portez pas assez vos couilles, tu vois. Ouais. Et déjà, alors on n'en a pas. Donc ça va être compliqué de les porter. Et en plus de ça, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on nous apprend moins à faire du rentre-dedans et dire voilà, moi mon idée c'est ça, elle va cartonner, suivez-moi, qui m'aime me suivre, quoi. Ouais. On a beaucoup moins, j'ai l'impression, ce truc-là. Et du coup, 3 meufs qui montent leur boîte. Je trouve qu'aujourd'hui c'est compliqué de faire ses marques et de se démarquer, quoi. Ouais, c'est compliqué à quel niveau? Tu veux dire face aux autres entreprises, face au marché, face aux autres entreprises, parce qu'on est toujours hyper frileuse, on se dit ouais mais pourquoi nous et pas les autres? On a toujours un peu ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Et franchement, sans aide c'est impossible. Enfin, et je pense qu'il y en a aujourd'hui plein, des femmes entrepreneuses. Ouais. Et je les respecte tellement, et j'écoute plein de podcasts d'ailleurs à ce sujet, et à chaque fois je me dis mais elles sont incroyables, enfin tu vois, j'aimerais tellement être le quart de ces meufs là, mais c'est clair que ne pas être épaulée aujourd'hui et être une meuf et se lancer, franchement c'est chaud. Ouais, c'est chaud, mais on nous apprend pas forcément à, comme tu dis, à porter nos couilles qu'on n'a pas, quoi. Ouais, c'est ça, non mais vraiment. Et là moi du coup j'ai une fille et j'aimerais tellement pouvoir lui inculquer ça, tu vois, mais à chaque fois je me dis j'aimerais trop faire éduquer une gentille, tu vois. Parce que c'est vrai, c'est trop bien d'être gentille, mais c'est quoi la limite, tu vois? Il y a un moment où faut pas être trop gentil non plus, parce que sinon tu te fais marcher dessus, et c'est pas ça que je veux non plus, tu vois. C'est vrai. Donc faut faire une gentille badass. Ouais. Faudrait qu'en fait être gentil ce soit compatible avec juste être badass, comme tu dis, genre. Ouais. Parce que mais t'as l'impression que c'est pas compatible, tu vois. Enfin, en tout cas, on t'a fait croire très longtemps que ça l'était pas. Et on nous a fait croire aussi que affirmer son projet et être sûr de savoir ce qu'on veut et définir nos limites, c'était pas être gentil. Alors que c'est juste en fait savoir ce que tu veux et porter ton truc, quoi. Carrément. Moi, j'ai fait une école de théâtre, et où je voyais des meufs qui marchaient un peu dessus pour réussir, tu vois. Et je comprenais pas ce truc en mode
on est censé s'entraider. Et oui, alors évidemment, quand tu passes des castings et que la meuf à côté de toi, bah, c'est une autre brune aux yeux marrons qui fait exactement le même gabarit que toi, où tu te dis bah on a les mêmes rôles. Ouais, mais si demain elle a le rôle et que moi je l'ai pas, bah je suis trop contente pour elle et c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Et chaque chose arrive au moment où tu t'y attends le moins, sûrement. Il faut pas. Je pense que c'est pas une solution de marcher sur les gens pour réussir, mais par contre, il faut s'affirmer et il faut savoir ce qu'on veut et faut faire comprendre. Et ça, c'est pas évident. Ouais. Je trouve qu'il y a un peu deux termes par rapport aux femmes entre elles que les gens disent souvent. C'est soit on parle de rivalité féminine, ou alors on parle de solidarité féminine. Ouais. Déjà, je trouve ça fou parce que il y a presque zéro terme comme ça pour les mecs. Enfin, mais est-ce que tu penses que c'est des réalités ou alors c'est un peu des trucs dans lesquels parfois on est enfermé, quoi? Moi, en tout cas, dans mon entourage, j'ai pas du tout cette rivalité-là, mais je pense qu'elle existe et je pense qu'il y a plein de femmes aujourd'hui très jalouses, très possessives. Et où je suis un peu team. On n'a pas de concurrence, on a que des alliés, tu vois. Ouais. Mais je pense que quand t'es ce genre de personne, tu attires ce genre de personne. Et comme je te disais, moi, de tous les podcasts de meufs entrepreneuses que j'ai écoutés, à aucun moment je me suis dit ah ouais, la meuf elle est comme ci, elle est comme ça, c'est abusé. Non, mais c'est bien parce que je trouve qu'aujourd'hui on compare les femmes facilement entre elles, quoi. Ouais. Plus peut-être qu'on compare les hommes, et c'est vrai que c'est dommage parce que ça n'a rien à voir. Enfin, c'est comme si tu comparais le travail d'une femme et le travail d'un mec, quoi. C'est juste leur travail à deux personnes distinctes, femme ou mec, quoi. Je voulais te parler du fait que ton projet, du coup, c'est qu'avec des femmes. Ouais. En quoi c'était important pour vous de faire un projet où c'était que des femmes entre elles? Donc oui, c'est de la discrimination, mais de la discrimination, je pense, positive. Déjà, les gens qui kiffent la mode et la seconde main, il y a quand même beaucoup plus de meufs. En tout cas, dans les statistiques. Après, je suis sûre qu'il y a plein de gars qui adorent ça aussi. Mais on était 3 meufs à monter le projet. C'est un sujet aujourd'hui, hein. On se demande, on se pose la question, est-ce qu'on ferait rentrer des refs? Mais pour l'instant, on kiffe trop être entre nous. Et nous, on discute, on a une communauté, du coup, où on discute entre nous sur Slack. Et on voulait vraiment avoir ce truc de sororité. Ah, déjà, on s'appelle Russ, donc oui. voilà. Fallait que ça suive. Parce que du coup, pour la petite histoire, Russ, ça veut dire sœur en verlan, évidemment. Oui. Pour tout le côté communauté, sororité, et on voulait vraiment que ce soit un truc hyper bienveillant. Et il y avait le reuse, donc réutiliser en anglais. Donc on avait choisi ce nom-là pour ça. Aussi, on a 95, je pense, de demandes féminines qui veulent en tout cas donner leurs vêtements, et elle vient quand même chez toi, la fille. Hein. Et là, on s'était dit aussi, moi, personnellement, si j'attendais à ce que quelqu'un vienne chez moi et que c'est un inconnu, je préférais que ce soit une inconnue qu'un inconnu. Ouais. Mais je pense que tu vois, si demain on voit que on a beaucoup plus de mecs qui font appel à nous, on se posera la question de faire rentrer des refs. Ouais, parce que je pense que là où certains se disent que c'est peut-être pas très inclusif ou des choses comme ça, moi je comprends un peu ce fait que c'est quand même vachement plus rassurant. Ouais. Quand c'est une femme qui vient chez toi que quand c'est un homme, parce que c'est des gens qui viennent chez toi. On peut pas le nier, mais on a tous très peur déjà d'ouvrir la porte de chez nous à un inconnu. Mais alors si c'est un mec qu'on connaît pas, ou tu lui as parlé 5 secondes, le mec, moi personnellement ça me rassurerait pas du tout. Et, on est toujours très preneuse de discours et de retour dans le sens contraire, tu vois. Et comme je te disais, c'est un sujet et on se le pose tous les jours. Si demain on a 25% de mecs, ben, la question se posera, clairement. Ouais. Et du coup, tu travailles avec ta sœur. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait de travailler avec sa sœur? C'est dangereux. Ne le faites pas. Ne le faites surtout pas, ça se passe très mal. Non, j'avoue que on a des caractères très différents. Et moi, en général, je suis plus en retrait. Je m'affirme de plus en plus. Et du coup, c'est vrai que quand on a commencé le projet, on était toutes les deux. Victoire était arrivée, elle est repartie parce qu'elle bossait en free à ce moment-là. Elle nous a dit je suis pas encore dispo. Et du coup, il y a un moment, on s'est retrouvés juste Céleste et moi. Et c'est vrai que ça s'est pas très bien passé. Parce que je pense, déjà je pense que c'est notre faute à toutes les deux, ça c'est clair. Et surtout, en fait, avec ta famille, t'oses plus te dire les choses. Et il y a moins de tact, il y a moins de respect, mine de rien, tu vois. Ok. Parce que on se connaît. Ouais. On se connaît beaucoup trop bien et du coup tu prends moins des pincettes pour dire les choses et ça peut être dangereux. Maintenant on est 3 et quand Victoire est arrivée,
ça a tout changé. Elle a mis, elle a posé ses fesses et je pense que le jour où elle a posé ses fesses sur le bureau, enfin pas sur le bureau, le jour où elle est arrivée, on s'est vraiment dit, enfin ça a tout changé. Okay. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus posés, on se parle sereinement ça nous arrive de bosser juste toutes les deux et ça se passe beaucoup mieux. Et en fait, pour prendre mine de rien toutes les décisions, on les prend à 3. Donc dès qu'il y a 2 voix d'un côté et une voix de l'autre, on prend. C'est plus simple, ouais. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Alors que 2 et quand on veut toutes les 2 tenir tête, bah forcément prendre les décisions, ça devient beaucoup plus compliqué quoi. Surtout, c'est peut-être compliqué aussi parce que quand c'est la famille, il y a toutes les histoires de famille derrière, quoi. Enfin, ouais. On se rend pas compte de l'impact que ça a aussi sur notre personnalité de grandir avec des frères et sœurs ou pas. Et moi, c'est ma grande sœur, donc j'avais aussi des choses à prouver, je pense. Ou parfois, j'essayais de tenir tête, peut-être juste pour tenir tête, tu vois, en me disant, bah attends, je suis quand même la petite de la famille, mais je suis là, ok. Ouais. Alors qu'il n'y avait pas besoin, et peut-être que parfois ça desservait le projet, tu vois. Ouais. Et avec du recul, c'est clairement pas la bonne manière de procéder. Et maintenant qu'il y a Victoire, ouais, on est 3 à prendre les décisions et il n'y a plus aucun sujet, quoi. C'est trop cool. Ouais. Et parfois, je pense qu'on s'enferme un peu nous-mêmes dans les rôles de la famille qu'on a, que ce soit grande sœur, petite sœur, même si on n'a pas de remarques sur ça, ou même si tout se passe très bien, je pense qu'on se met tous des pressions intérieures par rapport au rôle qu'on a dans une famille, quoi, quelle que soit la forme. Bah, moi, je sais que quand Céleste, elle m'a dit si tu veux faire partie du projet et tout, déjà, j'étais en mode quoi, elle veut que je bosse avec elle, ça veut dire qu'elle me considère. Alors que je sais aujourd'hui que j'ai ma part de responsabilité dans l'aventure et que je fais mon taf comme je devrais le faire, ou en tout cas, je me donne à fond. Et que j'ai plus rien à prouver, mais pendant, je pense, les 3 premiers mois, je voulais tellement lui prouver que j'étais la bonne personne, qu'elle m'avait fait confiance, tu vois. Et vous avez toujours été proches ou c'est venu après? C'est une demi-sœur, donc on n'a pas le même père. On a 6 ans d'écart, donc elle a vécu avec nous jusqu'à ses 18 ans et après elle est partie. Et donc c'est vrai que la différence se voyait beaucoup plus quand on était petite. Et aujourd'hui, beaucoup moins, et elle est pote avec mes potes et inversement. Donc aujourd'hui, la différence se voit beaucoup moins et on est très proches. Et on est 3 à la base, on est 3 sœurs. Et on est les 2 à vivre à Paris, donc forcément, on s'est un peu serré les coudes quand je suis montée sur Paris. En tout cas, elle était là pour moi quand il y avait besoin et inversement. Donc ouais, on est devenus beaucoup plus proches quand je suis montée sur Paris, ça c'est clair. Et vous habitiez en ville avant ou... Non, on habitait en ville. Ok. À Nice, donc... Ah ok, oui. C'était une grande ville aussi. Oui, voilà. Ok. C'était une grande ville, mais avec le soleil, la mer et la montagne. On sent un peu de manque dans la voix. Ouais, un petit peu. Il y a un petit manque de vitamine D, je l'avoue. J'avoue que, en tout cas, quand t'as 18 ans et que tu veux bosser dans le cinéma, bah c'est Paris ou rien, quoi. Ouais. Et tu voulais bosser dans le cinéma, t'as toujours su que tu voulais faire ça ou... Pendant très longtemps, j'avais le souhait d'être comédienne. Ok. Et parce qu'en fait, je pense que j'adorais avoir plusieurs casquettes et pouvoir te dire, bah un jour je suis flic, un jour je suis une boss dans une énorme boîte. Voilà, j'aimais beaucoup me dire que tous les jours t'avais un métier différent. Et en fait, monter ta boîte, c'est un peu ça. Parce que, en vrai, tous les jours, je fais des choses différentes. Et c'est juste que je pensais pas être capable déjà de monter un projet et d'être ma propre boss. Donc ça, c'est sûr que... Mais ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Ouais. On n'a pas assez confiance en nous. Et ouais, je pense que maintenant, je suis à ma place. Ok, tu te sens à ta place? Je pense, ouais. Je trouve que c'est une grande question et c'est dur d'y répondre si on se sent à sa place. Parce que je trouve qu'on sent vite qu'on n'est pas à notre place, mais c'est compliqué de savoir quand on l'est. C'est clair. Je pense qu'il y a juste à un moment, tu te dis je sais pourquoi je me lève et t'as envie de te lever le matin. Et je pense que c'est là où tu te dis que t'es à ta place, tu vois. Ouais. Après, je me suis cherchée pendant très longtemps et je te dis, au début, j'ai fait plein de petits trucs où mes parents étaient là en mode bon, cocotte, il va falloir gagner de l'argent un jour. Et moi, j'étais là, oui, attendez, je cherche ma place. Et ils sont là en mode non, mais on s'en fout en fait, là, t'as 23 ans, faut maintenant. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est hyper dur. Tu vois, déjà, je sais pas, en seconde, déjà, il y a des trucs qui te ferment des portes, tu vois, et t'es là en mode, mais en seconde, moi, j'en sais rien de ce que je veux faire. Et puis, être différent, la différence, elle est pas forcément applaudie, donc si t'es différent, tout le monde se fout de ta gueule, et t'es pas à ta place, tu sais pas quoi faire, enfin, franchement, je trouve ça hyper dur aujourd'hui d'affirmer ce qu'on veut faire, et tu vois,
je sais pas, moi, quand je disais je voulais être comédienne, les gens, ils sont là en mode, lol, toi. Surtout, c'est pas un truc que les gens prennent au sérieux, quoi. Comédien, tu sais pas pourquoi, il y a des métiers comme ça. Ouais. Où ils se disent que c'est juste. C'est bon, elle veut faire de la comédie, allez, troubadour, fais-nous rire. T'es là, genre, alors pas du tout. Et tu sais, toutes les oncles et tantes en mode, bah vas-y, fais-nous un spectacle, fais-nous une blague si tu veux être comédienne. T'es là, genre, mais c'est quoi le rapport en fait? Enfin, je comprends pas. Et c'est vrai que c'est des métiers comme ça où les gens prennent ça vraiment un peu comme une vanne. Ouais, c'est hyper dur de faire son petit bout de chemin et encore une fois, de croire en soi. Ouais, ça peut peut-être aussi une pression en plus parce qu'on te dit déjà que les gens y croient pas. Alors en plus, il faut que je cartonne et il faut que je sois à fond dedans, alors que parfois tu fais des trucs, t'es juste pas sûr, quoi. Tu fais ça pour l'instant et t'as pas envie que ce soit un engagement sur le long terme. Mais ce que tu disais sur les filières, sur l'orientation, c'est hyper vrai. C'est vrai que t'as une pression de dingue quand tu te dis, tu sais pas quelle est ma place dans le monde. Tu sais pas où tu vas et toute la société te met la pression, tu vois. Ouais, parce que surtout il y a des personnes qui ont une vocation en elles et que du coup, moi c'est ces personnes-là, enfin j'étais très contente pour elles, mais ça te met la pression, quoi. De te dire, putain, pourquoi moi je l'ai pas? Pourquoi moi je l'ai pas? T'as l'impression d'être passionné un peu par rien. Et puis derrière, ouais, t'as toute la pression. Je sais pas, tu t'imaginais quand t'étais petit, à 25 ans, j'aurais mon propre appart, je gagnerais ma vie et tout. Et en fait, aujourd'hui, à 25 ans, bah, t'as rien fait de tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, à 25 ans, bah, ouais, y a papa-maman qui t'aide encore parce que tu viens de commencer un taf et t'es pas encore très bien payé et que les loyers à Paris, on va pas se mentir, mais. C'est horrible. Voilà. Et j'ai l'impression, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'à l'époque de nos parents, quand ils avaient 25 ans, ils étaient déjà là où nous on pensait être, tu vois. Ouais. Peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, si tu fais pas d'études, c'est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Ouais. Alors que c'est vrai que moi je connais plein de parents de potes qui disaient bah moi j'ai eu mon bac, j'ai très bien réussi. Oui, voilà. Là, enfin, avec le bac tu fais rien et sans tu fais rien non plus. Donc dans tous les cas, avec juste le bac, je sais pas où tu vas, mais en tout cas bonne chance, quoi. Ouais. Après, il y en a toujours, mais je pense que ça se compte sur les doigts de la main. Enfin. Quand t'as commencé ce projet, est-ce que t'as ressenti peut-être un peu plus de considération pour ton projet professionnel? Alors, mes parents avaient hyper peur, surtout qu'on était 2 à se lancer. Et ils disaient, il y a 2 filles sur 3 qui... Ouais, tu vois, il y a 2 filles sur 3 qui potentiellement vont jamais gagner leur vie. Donc là, genre, déjà, ça refroidit un peu. Mais par contre, au niveau de mes potes et tout, carrément. J'ai senti quand je leur ai dit ça et que le projet était, parce que t'en parles, c'est beau d'en parler, mais le moment où c'est concrétisé, j'ai plein de potes qui étaient là genre waouh, c'est incroyable et tout, alors que t'as une idée, tu vas jusqu'au bout, c'est très cool, mais tu te fais aider par plein de gens, tu le fais pas toute seule. On n'a pas fait un site toute seule, on a pris des devs, voilà, c'est... Non, mais faut reconnaître que quand même fallait du courage pour le faire. Ouais, carrément, mais c'est vrai que du jour au lendemain bah les gens sont là en mode ah ouais, un peu stylé, la meuf elle a monté sa boîte, tu vois, alors que toi t'as l'impression d'être exactement la même personne. T'as pas l'impression, t'as pris un peu de risque parce que tu sais que bah tu vas potentiellement manger des pâtes pour les 3 ans à venir, mais en tout cas à part ça, tu vois, t'as pas l'impression que c'était un risque de ouf. Maintenant je pense que je l'aurais jamais fait toute seule. On est 3, tu vois, c'est quand même plus facile de se lancer à 3 que de se lancer toute seule. Surtout vous vous motivez ensemble, quoi. Et qu'il y en a une, parce que l'entrepreneuriat c'est ça, c'est les montagnes russes. Donc il y a des jours où c'est bête, mais tu reçois un mauvais retour ou quoi, parce que évidemment ça arrive, on peut pas plaire à tout le monde, etc. Ça te fout un petit coup au moral. Donc s'il y a pas les 2 autres qui sont là en mode moi j'ai reçu un trop bon commentaire, ou non regarde ça marche trop bien. Donc c'est cool d'être 3 pour se remonter le moral, parce que sinon je pense que ça peut vite... le petit burn-out peut très vite arriver sûrement. Mais être 3, c'est très cool. Surtout les commentaires négatifs, c'est marrant parce qu'ils ont une puissance beaucoup plus forte que les positifs, ce qui est hyper dommage, quoi. Mais je sais pas si c'est caractéristique juste de certaines personnalités, mais j'ai l'impression que c'est un peu une tendance où les commentaires négatifs, ça braque direct. Beaucoup plus, ça c'est clair. Mais même, c'est bête, mais quand je vais sur TripAdvisor pour regarder la note d'un restaurant, je suis la première personne. Si, je sais pas, j'ai une intoxication alimentaire, je vais aller, après le restaurant, je vais aller le dire. Alors que si j'ai kiffé le restaurant ou même juste ça m'a plu, je vais pas aller mettre un commentaire, tu vois. Donc tous ces retours-là, où ça s'est très bien passé, où tout le monde s'est fait un peu d'argent, tout le monde était content, et que nous on a fait notre part de job, ces commentaires-là, on les saura jamais, quoi. À moins qu'on appelle... on l'a fait ça un peu au début. Ah ouais? Appeler les clients à la fin en mode qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que forcément t'as
t'es en train de tester ton concept, donc t'as envie de savoir si tout va bien, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer. Mais je trouve que, alors, vu votre page Insta, vous avez un peu une logique de transparence par rapport aux différentes étapes déjà de Russ, mais aussi par rapport à vos clients, par rapport à votre démarche. Et je trouve qu'il y a un truc hyper honnête en fait. C'était hyper important pour nous de rester transparente. Et même, tu vois, ça nous arrive, on a eu 1 ou 2 commentaires pas très sympas sur Instagram. Et on les supprime jamais. Et en général, on répond et on essaye d'améliorer, d'avoir les retours justement de ces gens-là. Et on n'ira jamais, tu vois, aller le supprimer pour cacher quoi que ce soit. Parce que, on sait qu'on est encore une toute jeune entreprise, que ça nous est arrivé de faire des erreurs. Et c'est normal. Enfin, c'est normal. J'espère que c'est normal. Mais voilà, ça arrive à tout le monde, tu vois. Et ouais, c'était hyper important pour nous d'être transparente vis-à-vis de nos russes, donc de nos vendeuses. Moi, quand elles font une candidature chez nous, je les ai toutes en visio, je les rencontre toutes, où je leur explique exactement comment ça va se passer, combien d'argent elles peuvent se faire. C'est pas des 100 et des 1000 non plus, tu vois. On parle de complément de revenus, donc on va dire de 50 à ça dépend. C'est pas des montants mirobolants non plus. Ouais. Et ça, je suis toujours hyper honnête, et vis-à-vis du client aussi. Ouais. Il faut pas qu'ils se disent, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, et j'étais comme ça aussi, à se dire j'ai de l'or dans mon armoire, mais en fait, ton t-shirt de Couples qui a coûté 300 € il y a 8 ans, aujourd'hui, il vaut même pas la moitié. Ouais. Même pas. Non, il vaut 30 balles max. Ouais. Et ça, il y en a plein qui comprennent pas du tout, et du coup, qui sont là en mode ah bah ouais, je comprends pas. Ça c'est pas aussi bien vendu que je l'espérais. Si tu donnes des choses bien, ça va se vendre et ça va bien se vendre. Mais malheureusement, si tu donnes des trucs pas tendance, parce qu'il n'y a pas non plus. C'est pas une recette miracle. Les meufs, elles sont. Il n'y a pas de garantie forcément que ça va se vendre, quoi. Non. Et j'ai vu sur votre compte Insta que vous avez un truc qui s'appelle Finder, c'est ça? Ouais. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Les pépites Finder, c'est ça? Ouais. Toutes nos russes vendent du coup sur leur plateforme personnelle, donc leur Vinted, leur vestiaire collectif, etc. Donc si demain, je sais pas, t'as une soirée déguisée où tu cherches ou un gala, j'en sais rien, tu cherches un truc en particulier, nous on envoie un petit message à notre communauté en disant voilà, il y a telle personne qui cherche exactement tel haut ou tel truc, et on va essayer de te le trouver. Ok. Mais, donc ça marche dans l'autre sens aussi en fait. Ça marche dans l'autre sens aussi. Mais en fait, on a beaucoup de gens qui nous disent mais où est-ce qu'on peut trouver vos vêtements? Et on leur dit mais on n'a pas de marketplace en fait. On a vraiment délocalisé on n'a pas notre site où on va vendre les fringues de Russ. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce petit truc. Écoute, pour l'instant, à chaque fois, on a réussi à trouver ce que la personne espérait. Trop cool. Mais ça nous est pas arrivé souvent, je t'avoue. Mais si demain t'as une soirée déguisée, n'hésite pas. Hein. Ah ok, je. Ou reste sur Finder, ouais. Et je voulais savoir ce qui motive un peu le côté éthique du projet. Est-ce que c'est plus au niveau du social, ou est-ce que c'est plus au niveau de l'écologie, ou les deux? Vraiment les deux, et c'est pour ça du coup, comme je te le disais, c'est pour ça qu'on s'appelle Russ, c'est que il y avait vraiment les deux dimensions dans ce nom-là en fait. Okay. Il y avait la dimension sociale avec Russ, notre communauté de femmes, nos Russ, mais comme nos clientes aussi. Hein. Le but c'est que notre site est géolocalisé, donc en fait la meuf qui vient chez toi, c'est censé être ta voisine. Okay. Donc potentiellement, si vous entendez bien, j'en sais. Alors ça c'était vraiment l'utopie, tu vois, mais elle t'invite à boire un café, puis vous entendez hyper bien, et puis peut-être que vous vous revoyez, j'en sais rien. En tout cas c'était l'idée. Et pareil, c'est de retrouver toutes ces filles qui kiffent la mode, la seconde main, qui ont les mêmes envies et les mêmes passions, et qu'elles puissent toutes communiquer entre elles via notre communauté. Et ça c'était hyper important. Et c'était aussi des filles qui... On a plein d'étudiantes où en fait être serveuse ça prend beaucoup trop de temps, et là on se disait c'est quand même un side job. Si tu kiffes la seconde main et que tu te sers de Vinted, ça prend pas tant de temps que ça. Oui, c'est un peu comme vos salariés, même si elles sont pas salariées quoi. Et qui peuvent travailler à leur compte, il y a pas d'engagement. Donc en soi il y a une liberté dans le projet. Ouais, c'est ça. Carrément, ça c'était vraiment le but. Et après, effectivement, il y avait toute la dimension écologique où notre but c'était de donner une seconde vie à tous les vêtements qu'ils méritaient, parce qu'en fait, nos clientes en général, c'est des filles qui. Ça dépend, hein, mais on en a plein qui iraient même pas en bas donner les fringues chez Emmaüs.
tu vois. Ok. Enfin, même ça, la démarche est trop... Oui. tu vois, pas envie. Donc on pense remettre vraiment des vêtements sur le marché. Et de toute façon, tous les invendus, donc tous les vêtements qui n'ont pas trouvé de nouvelle famille, seront ensuite donnés à des associations. Donc dans tous les cas, ils auront une seconde vie. Là, du coup, on est dans vos locaux, dans vos bureaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de l'évolution récente des bureaux de Russ? Ouais, carrément. Jusqu'à la semaine dernière, on bossait un peu chacune chez soi. C'était un peu compliqué parce que déjà on a une alternante qui ne connaît pas très bien et qui est en train d'apprendre, donc assez compliqué de devoir lui expliquer et lui apprendre des choses et de voir comment elle travaille et comment on travaille ensemble en n'étant pas ensemble justement. Et puis moi, je fais une garde partagée à la maison, donc j'ai 2 bébés chez moi, de 9h à 19h tous les jours, donc c'est pas non plus incroyable pour travailler. Et du coup, on cherchait des bureaux et ça coûte très cher à Paris. Donc on avait trouvé un plan à la base, mais on était sur du 800 € par mois, tu vois, pour une toute petite boîte qui gagne pas d'argent. Franchement, on se disait, mais c'est pas viable. On a eu vent du coup du Plateau Urbain, qui est une coopérative qui propose de redonner vie à des espaces vacants sur des périodes très définies. Donc là, on est à Hôtel de Ville et ça s'appelle les Arches Citoyennes. Et il y a plus de 4000 m² et plus de 400 bureaux. Et en fait, c'est les anciens bureaux des hôpitaux de Paris, réaménagés pour des bureaux sur une période du coup de 18 mois. Ok. Et donc, et là, c'est la ville de Paris qui met ça à disposition. On a un loyer qui, franchement, est imbattable. Donc, ouais, on est dans des locaux. On a un peu plus de 16 m². On est 4 et on a vue sur la Seine et on est à Hôtel de Ville. Donc, franchement, on ne peut pas être mieux. Ouais. Et donc, c'est des bureaux qui sont aménagés que pour des entreprises à but écologique ou pas forcément, c'est soit des boîtes à impact, soit des associations ou même des jeunes entreprises. Ok. Il y a un peu de tout. Je pensais au début que c'était que des boîtes à impact, mais pas forcément. J'ai vu qu'il y avait des labels de musique. Ok. Il y a des scénaristes. Donc je pense qu'il y a vraiment un peu de tout. Mais c'est cool parce que t'as des espaces communs. Et donc, je sais pas, à la pause café, tu rencontres un mec qui fait un truc complètement différent de toi. et tu peux commencer à discuter et tout. Franchement, passer de chez moi à ici, c'est incroyable. Ouais, ça change la vie. Ouais. Ah ouais. Et là, pour le coup, je me lève le matin en me disant... parce que là, je me levais, alors j'avais ma petite routine, hein, je prenais ma douche pour pas rester en pyjama et les dents pas lavées, tu vois, mais... donc j'avais quand même ma petite routine, mais tu restes quand même chez toi, enfermé. Ouais. Et puis, t'arrives pas vraiment à couper entre le travail et la vie de famille derrière, tu vois. On l'a vu pendant le confinement que ça faisait un peu péter un câble, quoi, de pas séparer les endroits, quoi. Rien que pour ton organisation, pour toi dans ta tête, c'est important de séparer les endroits, enfin, quand on a la chance, de là où tu bosses, là où tu te reposes, là où tu te divertis. C'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est hyper important. Après, il y a des gens qui arrivent à faire que du télétravail et ça leur va trop bien. Moi, j'avoue, même, tu vois, j'ai besoin le matin de prendre le vélo, me faire... là, j'ai 15 à 20 minutes de vélo tous les matins. Et rien que ce petit moment-là où je suis toute seule sur mes vélos, ben, j'aime trop, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est important. Pour moi, en tout cas. Et qu'est-ce que tu imagines pour l'avenir de Russ? J'espère qu'on deviendra de plus en plus connu et qu'on sera un service qui sera disponible dans toute la France. Ok, pour l'instant, c'est qu'à Paris. Non, on a plusieurs autres villes en France. Je crois qu'on en a, il me semble, 18. Ok. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est surtout très concentré sur Paris-Île-de-France. On a Bordeaux, Lille, Marseille, Montpellier, Nice. On a pas mal d'autres villes, mais à chaque fois, on a 3-4 os là-bas. Donc parce que pour l'instant, on a très peu de demandes et on n'a jamais fait de pub. Oui. Et si un jour on a de la demande, bah, c'est cool, il y aura quelqu'un de disponible. On n'est pas pressé pour grandir trop vite et tu vois que ça devienne énorme. Le risque, c'est aussi que ça peut être quand ça devient énorme, de perdre un peu ce côté proche de l'entreprise, quoi. Ouais, va falloir embaucher des gens et puis... Et déléguer. Et déléguer, évidemment. Mais on aimerait bien, hein. Évidemment que demain, on envisage d'être la solution auquel les gens pensent quand ils pensent tri vestimentaire, tu vois. Mais chaque chose en son temps et on prend notre temps, on n'a pas envie de grandir trop vite et mal. Le but, c'est de grandir bien et en prenant notre temps et en sachant ce qu'on veut faire, quoi. Ok. Donc on prend notre temps et voilà.
Bah, merci beaucoup, Tara. Merci à toi. C'était super d'échanger avec toi. Je pense que c'est un projet qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Merci, c'est cool. Et c'est cool de l'entendre. Bah oui. Et je trouvais ça important de le mettre en avant, quoi, parce que je trouve que Vinted, en plus, c'est en train de s'essouffler. Les plateformes comme ça, c'est un peu en train de s'essouffler. Et que de l'autre côté, la seconde main, il y a beaucoup de gens qui sont en train de réaliser que c'est la solution de demain. Donc, allez sur Russ, devenez une Russ. Ouais, voilà. N'hésitez pas à devenir une Russ, vous pourrez me rencontrer, et ça, c'est quand même... Vous aurez la chance de rencontrer Tara. Non, mais en tout cas, je serais ravie de rencontrer nos prochaines Russ et sinon nos prochaines clientes. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deuxième Main. Salut!